La reine Sectonia et son bras droit Taranza sont les antagonistes principaux de Kirby Triple Deluxe. On sait que la reine ressemblait davantage à Taranza avant d'acquérir sa forme actuelle de guêpe resplendissante. Mais comment a-t-elle acquis cette apparence fabuleuse? C'est la question avec laquelle j'aimerais commencer cette vidéo. Les connaisseurs du lore de Kirby savent que la reine est devenue tyrannique et obsédée par la beauté à force de regarder dans le miroir dimensionnel, corrompu par Dark Mind depuis les événements de Kirby and the Amazing Mirror. Ainsi, certains pensent que c'est aussi le miroir qui l'a transformée physiquement. On ne trouve de preuve de cette affirmation nulle part cependant. Une autre affirmation qu'on peut jeter à la poubelle est celle faite dans la partie trivia des wiki Kirby quand ils disent qu'elle a utilisé de la magie pour se rendre magnifique. Même si on peut le tordre pour dire que c'est pas si loin de la vérité, même si ces wikis eux-mêmes ont la réponse autre part sur la page, aucune idée de pourquoi ils s'arrêtent pas là, et même s'il suffit de regarder la source qu'ils utilisent pour justifier cette affirmation, qui ne dit pas juste ça. En revenant sur la vraie réponse, j'aimerais aussi distinguer les arguments plus justes qui ont été utilisés par le passé des plus foireux. Car je rappelle que Triple Deluxe fait partie d'une ère de Kirby riche en lore, mais aussi en erreurs de traduction. J'arriverai aussi en fin de vidéo sur des conclusions concernant Team Kirby Clash Deluxe. Pour ceux qui ne connaissent pas grand chose à Kirby, restez si vous êtes intéressés, même si j'avoue que cette vidéo n'est pas le meilleur point d'entrée, et je conseille très fortement la série de Captain Hype sur Kirby. Il n'a pas encore parlé de Sectonia et Taranza à l'heure où je sors cette vidéo. Par contre, il a sorti très récemment une vidéo sur le monde miroir. Vous y retrouverez l'argumentation derrière pas mal de présupposés que j'évoquerai en fin de vidéo, et elle contient tout ce que je pense et que je ne dis pas ici sur le monde miroir. Et donc, comme on fait de l'histoire, commençons par le point le plus logique, la fin! Kirby Dream Buffet a plein de surnoms pour ses bots qui font référence à plein de points de la saga. C'est assez fantastique, et l'un d'entre eux c'est Queen Joronia, pour Reine Sectonia. Ça renvoie à l'araignée Joro, mais plus précisément au mythe de Jorogumo. Et voici en quoi ce mythe a pu inspirer très clairement Sectonia. Numéro 1, c'est une araignée qui pourrait changer son apparence en celle d'une femme magnifique. Numéro 2, elle pourrait contrôler d'autres araignées. Numéro 3, elle emprisonnerait les mâles et les dévorerait. Beauté, domination et parasitisme, tous des aspects liés à la reine Sectonia. Si on regarde la source que le wiki utilise pour dire qu'elle est devenue magnifique grâce à sa magie, on tombe sur un post Miiverse de Satoshi Ishida qui nous explique: il était une fois, elle ressemblait à ces sujets insectoïdes, mais sa forme actuelle magnifique mais dangereuse, semblable à une abeille, est un corps dont elle s'est emparée grâce à l'usage de sa magie. La partie trivia du wiki se concentre donc sur sa magie et pas assez sur s'est emparé. Les deux seront importants pour notre discussion. Maintenant, vous voulez un petit détail marrant? Pourquoi ils vont sur Miiverse? Parce qu'en fait, cette info, on l'a déjà dans Triple Deluxe. Sauf qu'on l'a dans une séquence qui a pas vraiment l'air d'être un combat de boss. Et donc, personne va mettre pause pour regarder la description de boss. L'espèce parasite de Sectonia survit en absorbant l'énergie d'autres créatures, jusqu'à ce qu'elle soit assez faible pour être contrôlée. Les habitants du ciel et le roi d'Adidou décidèrent de combattre pour sauver la planète Pop. Le japonais dit quant à lui, le clan de Sectonia parasite possède et domine toutes les choses vivantes. Pour remettre cette description dans son contexte, là, Sectonia vient de fusionner avec la tige des rêves, et ça peut surprendre le joueur. Comment ça, elle peut faire ça? Bah voilà pourquoi. Elle fait partie d'une espèce parasite, et elle vient de parasiter la tige des rêves. Comme dit dans la description de sa forme Soul, après avoir absorbé d'innombrables hôtes, elle est incapable de se souvenir de sa véritable forme, ou en japonais de son point de vue, j'ai parasité et possédé de nombreuses fois encore et encore, laquelle était ma vraie apparence, je ne me rappelle plus. C'est comme ça que fonctionne son espèce. On n'a aucune idée de pourquoi Taranza reste comme il est, peut-être que la version anglophone tient quelque chose et qu'il peut se contenter d'aspirer l'énergie vitale pour survivre. Dans le cas de Sectonia, on imagine que sa quête de beauté a dû en revanche rendre le changement d'hôte particulièrement frénétique avant d'en arriver à la forme guêpe. Lorsque Stardream met la main sur les données de la tige des rêves, qui ont abouti à la création du clone de Sectonia, il est noté que les données renvoient à une variété de créatures ayant vécu sur un millénaire. Sectonia a vécu très longtemps et a parasité un nombre astronomique de créatures de Floralia. Un argument qui ne marche pas en revanche est celui du masque Sectonia dans Kirby Clash. Sa description affirme que le masque ressemblerait supposément à une associée de la reine, vous reprendrez bien une erreur de traduction. En réalité, la description dit qu'avant d'avoir cette apparence, Sectonia ressemblait à son associé, à savoir Taranza. Et justement, on peut arrêter de parler de Sectonia et passer à Taranza, et avec lui, parler de Kirby Clash et de King D-Mind. Hein? Quel rapport? Bon, acheminons-nous progressivement. Taranza est de la même espèce que Sectonia, et donc c'est lui aussi un parasite, même si on le voit toujours avec le même corps. Cette capacité de parasitisme dont nous avons parlé est décrite sur Miiverse comme étant une magie. Et si on en croit la description du Adidou masqué, Taranza a développé sa propre version de cette magie, une magie d'hypnose, dont il se sert pour ne pas se battre de front et agir comme un mage marionnettiste. À ce stade-là, vous avez compris qu'il faut se méfier des traductions, et donc en bon théoricien Kirby, vous retournez au japonais, à l'aide de ma bible personnelle, les traductions de S.Y. Zekrom, lien de son Tumblr dans la description. Plot twist, la magie d'hypnose est une invention de la traduction. Ce que Taranza utilise pour contrôler Dadidou est en fait, tenez-vous bien, la même chose dont on parle depuis le début de cette vidéo.
la magie de manipulation de l'espèce de Taranza et Sectonia. Infecter des hôtes et les contrôler comme des marionnettes sont des expressions de la même magie. Cela devrait nous aider à comprendre la fin de Team Kirby Clash Deluxe, figurez-vous. Dans ce jeu, Taranza acquiert un miroir noir, qui n'est pas le miroir dimensionnel, mais est également corrompu, et peut créer des doubles sombres. Il cherche à utiliser l'artefact pour ramener Sectonia, c'est pas si étonnant vu la fonction originelle des miroirs du monde miroir, manifester les souhaits, sachant que Taranza n'a jamais l'air d'avoir fait le lien entre le miroir et la corruption de sa reine. Toutefois, la seule chose qu'il arrive à ramener, c'est ses couleurs, sur le corps de sa propre copie sombre, Dark Taranza. Après un court combat, Dark Taranza va utiliser le miroir pour invoquer King D-Mind, cette abomination qui ressemble à Dadidou, aux couleurs de la forme camouflée de Dark Mind et avec Dark Mind à l'intérieur de son corps. Quand ce jeu est sorti, tout le monde était choqué et pour de bonnes raisons. Et c'est sans parler d'autres démons compliqués à expliquer dans Kirby Clash. Heureusement, maintenant on a une interview. Je mets la traduction par SYZ Chrome à l'écran. Je conseille à ceux qui parlent anglais de mettre pause et de lire le passage, parce que les autres doivent faire avec ma traduction française d'un texte anglais lui-même traduit du japonais. Étant donné que Taranza a manipulé le roi Dadidou comme héros du monde d'en bas dans Kirby Triple Deluxe, King D-Mind a été créé du miroir noir comme ce que Dark Taranza considère comme l'individu le plus violent. La backstory de Kirby and the Amazing Mirror est que des esprits maléfiques sont rassemblés et nés dans le miroir dimensionnel. Merci de le confirmer Kumazaki parce que personne ne comprend cette backstory. Et cette fois, l'esprit maléfique de Taranza, comprenez ici Dark Taranza, il n'y a pas Taranza dans la scène, se rassemble dans King D-Mind, qui n'est pas le vrai roi Dadidou. Et par conséquent, Dark Mind émerge de l'intérieur de son corps. Dark Taranza a produit ce qu'il considérait être le guerrier le plus fort, et malgré ses efforts, il sera au final abandonné. Un développement typique pour Taranza. Ce qu'il faut vraiment assimiler, c'est que cette séquence est un miroir de Triple Deluxe. C'est la seule fois qu'on voit un reflet d'un personnage qui n'est pas présent dans la scène. Mais après tout, depuis que les miroirs sont corrompus et qu'ils ne reflètent plus que des mauvaises choses, eux qui à la base reflétaient des souhaits en tout genre, rien ne le dit qu'on ne puisse pas, par une volonté mauvaise, manifester un faux de n'importe qui. Taranza ayant pris le roi Dadidou pour le héros du monde d'en bas dans Triple Deluxe, le voyant comme le combattant le plus puissant, ici Dark Taranza invoque un Dadidou lorsqu'il souhaite invoquer un guerrier puissant. En revenant à notre sujet, Dark Taranza est aussi un magicien marionnettiste, mais là où Taranza avait Dadidou à disposition, Dark Taranza invoque un Dadidou pour œuvrer pour lui. Le but est toujours le même, avoir un pantin. Pour moi et pour beaucoup d'autres, ça a toujours été bizarre de voir dit dans cette interview que Dark Taranza accumule son esprit dans ce Dadidou. Mais maintenant, on a du contexte. C'est déjà ce que fait Taranza avec Dadidou masqué. C'est le principe du parasitisme. Il accumule son esprit en lui. Il l'envahit de l'intérieur. Il en fait en quelque sorte son hôte. Cependant, cette fois, un problème émerge. Cette fois, l'esprit maléfique de Taranza se rassemble dans King D-Mind, qui n'est pas le vrai roi Dadidou. Le point important qui fait que King D-Mind est pas juste un autre Shadow Dididi, est que Dark Taranza essaye d'emblée de le parasiter, d'accumuler son esprit maléfique à l'intérieur d'une création du miroir. Dès lors, Dark Mind, littéralement dans son nom esprit maléfique, apparaît en lui. Peut-être parce qu'il s'agit de coquilles qui n'ont pas de vrai esprit à l'origine, ou peut-être, hypothèse que je préfère, Kumazaki semble dire ici que Dark Mind serait des esprits maléfiques rassemblés et nés dans le miroir dimensionnel. Alors peut-être que ces créations du miroir sont elles-mêmes comme des miroirs corrompus, et donc essayer de les envahir avec un esprit maléfique donne naissance à Dark Mind. Après tout, lorsqu'ils sont vaincus, ces faux explosent toujours en fragments de miroir. Et Dark Meta Knight peut faire des attaques à base de miroirs. Dès lors, l'esprit maléfique, devenu Dark Mind, a le contrôle de ce vaisseau qui ne peut pas être un pantin de Dark Taranza. Il a désormais, en vertu du fait d'être Dark Mind, une pensée propre. Malgré ses efforts, il sera au final abandonné. Un développement typique pour Taranza. Dans ces conditions, entre personnes informées sur la magie de manipulation, on comprend mieux ce que ça veut dire que l'esprit de Dark Taranza s'accumule en King D-Mind. On est en tout cas censé en retirer que dès lors qu'il y a création par miroir, la possession de cette création par un esprit maléfique engendre rapidement l'apparition de Dark Mind, qui n'est ni plus ni moins que l'esprit maléfique né au travers d'un miroir, devenu autonome. Ici, c'est littéralement l'esprit maléfique de Dark Taranza qui engendre Dark Mind en passant par ce Dadidou, en étant copié et né, pour reprendre la formule de Kumazaki. D'une simple question sur Sectonia, on en vient à réfléchir sur l'état exact de ce qu'est Dark Mind, ou au moins ce qu'il est dans le canon actuel. Sa ressemblance à Dark Matter, le dualisme avec son nom et le contexte général du scénario de Kirby and the Amazing Mirror font qu'on a de bonnes raisons de s'attacher à l'idée qu'il s'agisse d'un reflet de Dark Matter. Mais ce reflet a toujours eu une place spéciale et le scénario de Amazing Mirror est fragmentaire. En l'état, avec Team Kirby Clash Deluxe et le fait que, pour le dire grossièrement, n'importe quel esprit maléfique puisse former Dark Mind, on est tenté de repenser leur relation. Dark Mind pourrait être la manifestation des esprits maléfiques de tous ceux qui ont utilisé les miroirs pour leurs vœux,
Et en tant qu'esprit maléfique né après avoir été réalisé par le miroir, il ressemblerait à Dark Matter, qui a lui-même l'air d'être la manifestation de l'énergie négative. Merci à tous de m'avoir écouté déblatérer sur ce sujet extraordinairement niche. Si je parle de Kirby sur cette chaîne, ce sera probablement pour des petits sujets comme ça, ou des sujets vraiment mal compris. Et pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi, c'est simplement ma façon de faire des vidéos. J'aime traiter de choses qui n'ont pas été traitées, ou pas d'une façon que je juge optimale. Or, la série sur Kirby Captain Hype que j'ai déjà invité à aller regarder, me semble faire un travail tout à fait adéquat, à la fois dans la forme et dans le fond. De plus, étant consulté sur chaque sujet, faire des vidéos à mon tour sur les mêmes grands thèmes serait soit lui couper l'herbe sous le pied, soit faire doublon. En plus de recommander son travail, pour les anglophones et ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre que la série soit terminée, je ne peux que vivement vous recommander les vidéos de Meteors. Il ne fait plus de vidéos, mais il a couvert tous les sujets jusqu'à Return to Dreamland Deluxe, c'est-à-dire tous les jeux importants jusqu'à l'apparition de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas à aller jeter un œil au Tumblr Deathwise et Chrome. Je ne cesse d'y faire allusion, mais en fait c'est une ressource indispensable à mes yeux pour théoriser sur Kirby aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'erreurs de traduction, et même quand il n'y en a pas, retourner au japonais permet d'avoir un degré de précision sur l'intention originale, qui n'est simplement pas égalé dans les versions occidentales, même si c'est moins pire dans Forgotten Land et Return to Dreamland Deluxe.